Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides, en concertation avec le milieu, invite les artistes et les organismes culturels à offrir des spectacles extérieurs ou des activités de médiation culturelle afin de contribuer à la vitalité culturelle du territoire. La ville de Sainte-Adèle met fin à l'impression et à la distribution du bulletin municipal L'Actualité adéloise. La ville de Mont-Tremblant offrira un service gratuit de livraison de matériaux de remplissage au cours du printemps et de l'été 2024. Et jusqu'au 1er juillet, la MRC de la Rivière-du-Nord effectuera l'inventaire des immeubles sur le territoire. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec la municipalité de Saint-Hippolyte, qui sollicite les photographes amateurs et professionnels de son territoire à soumettre leurs plus beaux clichés de la faune hippolytoise afin d'illustrer l'édition 2025 de son calendrier municipal. Les photos doivent être transmises au plus tard le 30 septembre prochain à 23h59. Sous le thème La faune à travers les saisons, ce concours souhaite mettre en valeur la beauté des différentes espèces animales qui nous entourent et ce, en toute saison. C'est également un thème qui s'inscrit parfaitement dans le nouveau plan de conservation des milieux naturels de la municipalité, qui se veut un outil de gestion du territoire visant l'intégration de la conservation des milieux naturels à la planification stratégique. Toutes les photos reçues des citoyens de Saint-Hippolyte, qu'elles soient utilisées ou non dans le calendrier municipal, viendront enrichir la banque de photos de la municipalité afin d'illustrer différents outils et plateformes de communication comme des dépliants, le site Web, la page Facebook, le compte Instagram et divers autres affichages. Un jury indépendant évaluera les photos soumises par le service des communications et attribuera 3 prix. Un chèque cadeau de 200 $ échangeable à l'auberge du lac Morancy, un chèque cadeau de 100 $ échangeable à la Bibite à sucre et un chèque cadeau de 50 $ échangeable à la Bibite à sucre. Pour participer au concours, il faut habiter sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Les participants peuvent être amateurs, semi-professionnels ou professionnels. Les participants âgés de 18 ans et moins doivent obtenir le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal. Un citoyen peut soumettre jusqu'à 5 photos. Chaque participant atteste être l'auteur de la photo présentée et autorise la municipalité de Saint-Hippolyte à publier et à l'exposer en tout temps. Cette dernière s'engage à mentionner le nom de l'auteur lorsque possible. Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur une photo, elles doivent accepter qu'elle soit publiée via le formulaire d'inscription. Les employés municipaux qui résident à Saint-Hippolyte peuvent soumettre des photos, mais ne seront pas admissibles à l'un ou l'autre des 3 prix du concours. À Saint-Hippolyte, les modules de jeu du parc du Grand Héron datent depuis plusieurs années et doivent être retirés. Il s'agit de structures métalliques qui montrent plusieurs signes de détérioration dus à la corrosion. Afin de remplacer ces modules, qui sont un attrait important pour les enfants qui fréquentent le parc, il a été convenu de remplacer ces modules par de nouveaux modules en bois qui rappelleraient les anciens modules d'hébertisme et contribueraient au caractère champêtre du site. Un montant de 100 000 $ a été financé par Hydro-Québec. Des soumissions ont été demandées aux 2 principaux fournisseurs québécois de jeux offrant des modules en cèdre afin de fournir des balançoires, un parcours combiné pour développer la motricité et un module avec glissoire. Un mandat a été accordé par le conseil municipal au montant de 121 865 $ pour réaliser ce projet en 2024. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a adopté le règlement numéro 1244-23 relatif au programme Éco-prêt pour le remplacement des puisards et la mise aux normes des installations sanitaires. À la suite de l'adoption de ce règlement, le service de l'environnement a transmis une lettre à tous les propriétaires de puisards afin de les aviser de l'obligation de procéder au remplacement de leurs puisards et de la mise en place du programme Éco-prêt au début de 2024. Sur recommandation du service de l'environnement, le conseil municipal procédera au cours des prochains mois à l'amendement du dernier alinéa de l'article 8 du règlement relatif au programme Éco-prêt pour le remplacement des puisards et la mise aux normes des installations sanitaires afin de permettre aux citoyens ayant remplacé leurs puisards après le 12 septembre 2023 de déposer une demande d'admissibilité au programme Éco-prêt. La ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoît Charette, ainsi que le comité régional de sélection des projets du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité, invitent les organismes et les promoteurs à déposer leurs demandes dans le cadre d'un nouvel appel de projet.
Une somme de 1,3 million de dollars est rendue disponible afin d'appuyer des projets structurants. Ces derniers devront répondre aux priorités déterminées par les élus et partenaires liés au développement de la région en matière d'occupation et de vitalité des territoires. D'ailleurs, les initiatives soumises devront notamment avoir des retombées sur le territoire de plus d'une municipalité régionale de comté. Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril pour déposer leur demande d'aide financière. Le soutien demandé au Fonds Région et Ruralité ne doit pas représenter une somme inférieure à 25 000 ni supérieure à 200 000 Alors que la nouvelle mouture de la politique de soutien aux organismes culturels de la MRC d'Antoine Labelle a été adoptée le mois dernier, la MRC lance son appel de dossier visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 1er avril prochain pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 1er avril peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponibles sur le site Web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité y est également disponible. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, la politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privées ou publiques supplémentaires en culture. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel du territoire de la MRC, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Alors que le comité jeunesse AD Vision de la MRC d'Antoine Labelle annonçait l'année dernière le retour du spectacle jeunesse, c'est cette année qu'il a annoncé enfin les artistes présents sur la scène de l'Espace Théâtre de Mont-Laurier le jeudi 28 mars prochain à 20h. C'est d'abord l'artiste Inu Kanen qui ouvrira la soirée, suivi du réputé groupe québécois Carquois. Un programme double à ne pas manquer pour cette 3e édition de l'événement. Rappelons que c'est après les grands succès des 2 premières éditions que le comité jeunesse AD Vision s'est lancé dans l'organisation de ce 3e spectacle. Un événement unique, créé sur mesure et ouvert à l'ensemble de la population de la MRC. Une nouvelle occasion pour l'ensemble de la communauté d'échanger, de s'amuser et de participer à une activité culturelle. Les billets sont en vente au www.espacetheatre.com au coût de 10 $. Les organisations et les entreprises de la MRC sont invités à redonner à la communauté en se procurant des billets afin de les offrir à des jeunes de leur milieu ou à des organismes œuvrant auprès des jeunes. Pour toute question ou information, écrivez à advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Pour cette 3e édition, le comité jeunesse met encore une fois en place un service de navette gratuit aller-retour afin de faciliter le déplacement de la population de toutes les municipalités de la MRC. Lauréate des Félix Révélation de l'année et artiste autochtone de l'année à l'ADISC en 2023, ainsi que le prix Révélation Radio-Canada 2022-2023, Kanen est une étoile montante dans le paysage musical contemporain québécois. Elle est la nouvelle artiste à surveiller cette année. En tournée avec son nouveau spectacle, elle présente dans toute sa complexité son énergie punk rock alternatif et indie folk marquée d'une grande poésie qui fait vivre de fortes émotions. Son premier album, Michwap, a également été nominé au prix Album alternatif de l'année à la Disque en 2023. Après plus de 12 ans d'attente, le groupe Carquois fait enfin son grand retour sur scène. Ceux qui les connaissent et ceux qui les ont déjà vus savent à quoi s'attendre. Un spectacle électrisant, une expérience sonore captivante et inoubliable.
Ne manquez pas cette occasion d'être transporté à nouveau dans leur univers musical rock alternatif, aux arrangements audacieux et de célébrer en force l'énergie renouvelée de Carquois. Préparez-vous donc à une soirée qui vous laissera sans voix. Cette année encore, le comité jeunesse a fait appel à un artiste visuel pour créer les visuels de spectacles uniques. Pour cette édition, c'est l'artiste Gabriel Sabourin qui a été mandaté pour créer l'affiche promotionnelle. Gabriel est un illustrateur montréalais spécialiste en bonhommes loufoques et en univers drôlement proportionné. Quand il n'a plus d'idées, il est sur un vélo en train de patenter quelque chose ou en contemplation des grandes questions et des petites anecdotes, idéalement avec des amis. Le 27 février dernier, la MRC d'Antoine Labelle a déposé son rapport annuel 2023 et sa planification 2024. Ce document permet à l'organisation de faire état des réalisations de l'année qui vient de se terminer et de dresser la liste des orientations pour l'année en cours. L'élaboration de cet outil permet de réunir l'ensemble des informations de l'organisation, notamment l'avancement des différents dossiers et les nombreuses réalisations de projets. De plus, il permet de faire état des orientations prioritaires par la présentation de la planification de l'année à venir. Les dossiers présentés touchent les différents services de la MRC et couvrent une multitude de secteurs essentiels du territoire, en plus de répondre à certains besoins régionaux. L'équipe pluridisciplinaire de la MRC travaille année après année à la réalisation des dossiers d'intérêt régional dans différents secteurs d'activité et ce, avec rigueur. En plus des efforts et de l'implication quotidienne des différentes équipes de travail, la mise sur pied de projets et la réalisation de dossiers sont possibles grâce au dévouement de nombreux partenaires et collaborateurs impliqués. L'expertise des employés et des organisations mobilisées permet à la MRC de réaliser pleinement ses mandats et d'offrir une prestation de services de qualité, en plus de se positionner comme organisation de référence. Soulignons également le travail des 17 municipalités qui composent les territoires. Celle-ci contribue également au développement du plein potentiel de la région. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine Labelle, mentionne que c'est cette pluridisciplinarité qui fait la force de la MRC. Il ajoute que les expertises des membres de la grande équipe contribuent à répondre aux enjeux territoriaux et à l'avancement des multiples dossiers régionaux. Revenez-nous après la pause. Alors que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle adoptait la révision du plan de développement de la zone agricole, également appelé PDZA, lors de sa séance du 26 septembre dernier, c'est lors de son événement de lancement du 27 février dernier que l'organisation présentait son document aux partenaires du projet et aux acteurs du milieu agricole. Ce document se veut un outil de planification qui vise à favoriser le développement du territoire agricole de la MRC, en plus de mettre en valeur les activités agricoles et le travail des artisans. Alors que le premier PDZA de la MRC a été adopté en 2015, la révision de celui-ci a débuté en 2020 afin de répondre aux besoins évolutifs et aux nouvelles réalités du secteur agricole. Réalisé par l'intermédiaire d'une démarche de concertation entre la MRC et les principaux acteurs du milieu, le PDZA prend appui sur un état de situation de l'agriculture ainsi que sur l'identification des possibilités de développement et de mise en valeur. Complémentaire aux démarches de planification déjà en place, le PDZA pourra enrichir le contenu du schéma d'aménagement et de développement de la MRC et propose des pistes d'action pour soutenir le dynamisme agricole. Mylène Mayer, directrice générale de la MRC d'Antoine Labelle, affirme que l'agriculture est un des vecteurs clés de l'histoire du territoire et de son développement et que c'est pourquoi, pour la MRC d'Antoine Labelle, il était primordial d'élaborer un plan visant le développement responsable de l'agriculture tout en encourageant l'autonomie alimentaire au sein des communautés. Elle ajoute que les orientations se devaient également de mettre en lumière les enjeux émergents, notamment l'adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement. Cet outil contribue à la connaissance accrue des activités agricoles du territoire, à l'élaboration d'une vision concertée du développement de l'agriculture et à la définition de moyens permettant d'assurer la vitalité du milieu agricole, notamment par la mise en place d'actions concrètes. M. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine Labelle et maire de la ville de Mont-Laurier, explique que c'est à travers ce PDZA que se poursuit la volonté du conseil de la MRC de reconnaître et de positionner le milieu agricole comme un secteur important pour la région, en plus de se pencher sur certains défis importants, notamment la sécurité alimentaire de l'ensemble des communautés et la relève agricole du territoire, pour ne nommer que ceux-ci.
La révision du PDZA a été possible grâce au dévouement du personnel du service de l'aménagement du territoire, des membres du comité consultatif agricole et du comité de pilotage de la MRC. Soulignons également la précieuse participation de la communauté agricole et des citoyens lors de différentes démarches consultatives. Finalement, le PDZA révisé a également été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre du programme Territoire Priorité Bioalimentaire. Pour plus d'informations sur le PDZA, communiquez avec Mme Nadia Brousseau, agente de développement agroalimentaire de la MRC d'Antoine Labelle, par courriel à pdza@commercial-mrc-antoine-labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 213. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides, en concertation avec le milieu, invite les artistes et les organismes culturels à offrir des spectacles extérieurs ou des activités de médiation culturelle afin de contribuer à la vitalité culturelle de son territoire. Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 4 avril prochain. Vous pouvez retrouver les modalités des 2 appels à proposition sur le site web de la MRC de Laurentides. Le comité culturel de la MRC de Laurentides se réunira par la suite afin de sélectionner les projets retenus. Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature, contactez Cassandre Carrette, agente culturelle au ccarrette@commercial-mrc-laurentides.qc.ca ou au 819-425-5555 au poste 1027. Comme l'habitation est au centre du développement durable des collectivités, la Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à participer à la consultation citoyenne numérique sur le logement. Le formulaire de consultation est disponible dès maintenant sur le site Internet de la Ville dans l'onglet Participation citoyenne et ce jusqu'au vendredi 22 mars prochain. Le Québec et par le fait même la Ville de Mont-Laurier n'échappe pas aux enjeux actuels liés à la problématique du logement. C'est la raison pour laquelle la Ville désire obtenir un portrait actuel de l'habitation sur son territoire. La participation des citoyens est primordiale afin de recueillir des données précises pour identifier des actions qui correspondent aux enjeux liés à l'habitation. Le 27 février dernier s'est également tenue une consultation citoyenne à l'espace théâtre auprès de groupes ciblés liés à l'habitation autant du milieu des affaires, de l'éducation que des organismes culturels. Cette initiative, combinée au sondage citoyen, permettra de recueillir des informations pertinentes pour les membres du conseil municipal afin de mettre en place des pistes de solutions. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que la période du vote dans le cadre de la 4e édition du budget participatif de Mont-Laurier a débuté la semaine dernière, et ce jusqu'au mercredi 3 avril prochain. Les citoyens, dès maintenant, peuvent voter pour leur projet coup de cœur en ligne par le biais du site Internet de la Ville. Dans le cadre de cette 4e édition, 13 projets ont été déposés au total par les citoyens. À la suite de l'étape de l'analyse effectuée par le comité de pilotage composé de bénévoles, des membres du conseil municipal et des directeurs de la Ville de Mont-Laurier, 5 projets ont été jugés admissibles en fonction des critères d'admissibilité liés à la démarche. Vous aurez la chance de découvrir les 5 projets en remplissant votre formulaire de vote. Soulignons que pour y participer, vous devez être citoyen de Mont-Laurier et âgé de 12 ans et plus. Un seul vote par résident sera comptabilisé lors du décompte. Par le biais de ce processus démocratique, le conseil municipal offre aux citoyens le pouvoir d'agir en décidant de quelle façon sera dépensée une partie du budget d'immobilisation de la Ville. Ces derniers sont sollicités de 2 façons, soit en proposant des projets ou en votant pour l'un ou l'autre des projets finalistes. Rappelons qu'un budget de 30 000 $ est réservé par le conseil municipal pour la réalisation du projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes. La construction du projet sélectionné sera prévue à l'été 2024. Les membres du comité de pilotage de la 3e édition sont Claudie Lasselle, conseillère municipale, Émilie Tessier, conseillère municipale, Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs de la culture et des parcs, Steve Pressé, directeur des travaux publics et de l'ingénierie, Caroline Cléroux, citoyenne bénévole, Nathalie Ouellette, citoyenne bénévole, Myriam Généreux, également citoyenne bénévole, Jonathan Binette, citoyen bénévole, et Isabelle Saint-Jean, qui est chargée de projet. Le 26 février dernier, le syndicat des travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier, affilié à la CSN, a déposé au tribunal administratif du travail un avis de grève générale à durée limitée pour les journées du 12, 13 et 14 mars prochains. Considérant la décision du syndicat, la Ville désire informer ses citoyens que l'ensemble des services et activités offerts par la Ville seront suspendus et que l'ensemble des infrastructures municipales seront fermées durant cette période.
conformément aux obligations prévues au Code du travail pour l'exercice d'une grève dans le secteur public, il y aura maintien des services essentiels. Ceci signifie que les services visant à assurer la santé et la sécurité du public seront maintenus et qu'en cas de situation exceptionnelle et urgente qui pourrait compromettre la santé ou la sécurité du public, le personnel nécessaire sera appelé à travailler pour y remédier. Il est à noter que l'équipe de pompiers du service de la sécurité incendie n'est pas touchée par cette grève. La Ville de Mont-Laurier a soumis une demande de médiation au ministère du Travail le 27 février dernier afin de faire avancer le processus de négociation. La Ville demeure résolument engagée dans la recherche d'une solution négociée et maintient sa volonté de collaborer de manière constructive avec l'exécutif syndical. Le ministère du Travail offre les services d'un tiers neutre et impartial pour accompagner les parties patronales et syndicales dans le cadre de la négociation d'une convention collective. Son travail consiste à les aider à atteindre un accord mutuellement satisfaisant. L'engagement des deux parties demeure néanmoins essentiel. Les solutions envisagées devront être équitables à la fois pour les employés col blanc et bleu et pour la Ville, tout en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de lancer l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par un citoyen de la Ville ou de la région, que vous soyez artiste professionnel, artisan ou membre de la relève artistique, que vous pratiquez la photo, la sculpture, le collage ou toute autre forme d'art visuel. Cet appel s'adresse à vous. N'hésitez donc pas à déposer votre dossier. Le formulaire de dépôt est disponible sur le site web de la Ville. La collection d'œuvres d'art de la Ville désire présenter différentes disciplines entourant les métiers d'art visuel. Ainsi, ce n'est qu'en recevant des propositions variées que la Ville atteindra cet objectif. Les candidats intéressés à proposer une œuvre sont invités à remplir le formulaire de proposition d'œuvres d'art disponible sur le site web de la Ville avant le 10 mars. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux le désirant. Le comité de démolition de la Ville de Mont-Laurier a tenu une audience publique le mois dernier à la salle du conseil municipal à la suite de la demande de démolition de la gare déposée par la MRC d'Antoine Labelle. Après de nombreuses analyses et plusieurs témoignages entendus lors de l'audience, le comité de démolition refuse la démolition totale de la gare située au 700 rue Vaudreuil, telle que présentée. Toutefois, le comité est favorable à étudier une nouvelle demande de démolition comportant deux options pour comparaison, soit la démolition complète telle que déposée et une nouvelle option basée sur une démolition partielle permettant de conserver la partie d'origine du bâtiment et ainsi réduire les coûts de restauration. Près d'une cinquantaine de personnes se sont présentées dans le cadre de cette audience. Ils ont partagé leur opposition quant à la démolition de la gare auprès du comité de démolition composé de certains membres du conseil municipal, dont M. Daniel Bourdon, Mme Suzanne Parisé et M. Yves Desjardins. En vertu de la loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la création d'un comité de démolition et la tenue d'une audience publique sont obligatoires avant de rendre une décision. Les membres du conseil doivent prendre connaissance de la demande, des études et des analyses d'experts en lien avec le dossier et écouter lors d'audiences publiques les personnes désirant s'opposer à la démolition. Rappelons qu'un avis public annonçant cette audience a été publié 10 jours avant la tenue de l'événement. Les citoyens étaient invités à s'opposer par écrit, précisant leur motivation au service du greffe de la Ville. À la suite de la prise de décision, toute personne désirant procéder à une demande de révision peut notamment le faire dans un délai de 30 jours en transmettant un avis écrit à cet effet au service du greffe de la Ville de Mont-Laurier. L'avis doit énoncer les motifs invoqués à l'encontre de cette décision. Le conseil municipal peut également, de son propre chef, procéder à la révision de la décision du comité de démolition dans les 30 jours, soit au plus tard le 20 mars prochain. Revenez-nous après la pause. Plusieurs faits saillants sont ressortis de la dernière séance du Conseil de la MRC des Pays d'en haut. Selon les dernières statistiques, la population de la MRC était au 1er juillet 2023 de 48 852 habitants permanents. Avec 14 763 habitants, Sainte-Adèle demeure première en termes de population devant Saint-Sauveur qui comptait alors 11 939 habitants. Ces deux villes pèsent près de 55 % de la population totale de la MRC. Le Comité de développement économique et territorial a travaillé sur plusieurs fronts, dont l'élaboration d'une politique de soutien aux entreprises, le suivi des investissements, la rencontre conjointe avec le Comité de logement, le projet de destination touristique intelligente, le bilan du plan de développement économique et territorial, le plan stratégique de développement économique avec le MEIE, la consultation pour la révision du schéma d'aménagement et le projet Laurentide en emploi.
Les défis incluent l'accompagnement des municipalités dans l'identification des objectifs pour les fonds locaux de développement, la redéfinition du rôle du Comité de développement économique et territorial comme lieu d'échange avec les entrepreneurs et faire face au ralentissement des activités économiques dans un contexte inflationniste. Le Fonds Culture et Patrimoine a analysé 20 dossiers pour une aide financière totale de 110 000 62 000 ont été recommandés pour 11 projets. Le guide d'attribution 2024 a été adopté et l'appel de projet 2024 a été lancé. Dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023, des projets comme le documentaire sur le Petit Train du Nord ont été suivis, ainsi qu'un projet de médiation culturelle intergénérationnelle. 4 nouveaux projets ont été recommandés, notamment pour l'animation culturelle en plein air et la préservation de la mémoire vivante. Pour l'entente de développement culturel 2024, un plan d'action a été soumis au ministère de la Culture et des Communications. Concernant le dossier patrimoine, des démarches ont été entreprises en réponse à la loi 69, avec notamment la caractérisation des immeubles. Enfin, une nouvelle politique culturelle et patrimoniale est en cours d'élaboration. Le comité de logement de la MRC des Pays d'en Haut a accompli plusieurs actions, dont la rédaction d'une politique de l'habitation, la recommandation d'ajout au schéma d'aménagement lié au logement, l'identification d'initiatives pour les villes, le repérage des terrains municipaux pour la construction de logements, la production de statistiques sur le logement, le soutien continu à l'Office municipal d'habitation, l'organisation d'un comité d'action stratégique en habitation abordable, la liaison avec d'autres comités, l'analyse de scénarios de fusion avec l'Office d'habitation et un rapport au Conseil de la MRC sur les travaux effectués. Le comité Signature Innovation a réalisé plusieurs avancées significatives, dont le lancement du programme Signature Innovation avec l'annonce publique des 12 premiers octrois en juin 2023 et une page web dédiée a été créée pour le programme. 2 appels à projets ont été lancés avec un total de plus de 500 000 $ accordés à différents projets. Des initiatives internes telles que la conception d'une vidéo de lancement, la structuration du projet Route Blanche et la mise en place de la brigade d'accueil ont également été réalisées. Les enjeux incluent une meilleure vue d'ensemble de l'état des réseaux, des hausses significatives des valeurs foncières et des coûts de construction, ainsi qu'un suivi rigoureux des projets impliquant des servitudes de passage récréatif. En 2023, le comité du Fonds local d'investissement a approuvé 8 dossiers, générant un financement de près de 450 000 $ et des investissements de près de 1,2 million de dollars. Ces projets ont créé et maintenu 14 emplois. Le renouvellement des fonds locaux d'investissement jusqu'en 2025 a été autorisé par le gouvernement québécois avec un nouveau contrat signé en octobre 2023. Une politique d'investissement révisée a été approuvée en septembre 2023, proposant des actions avantageuses malgré les resserrements des institutions financières. Les efforts ont été déployés par les employés du service du développement économique pour promouvoir le Fonds local d'investissement, entre autres grâce à des rencontres avec diverses institutions et organisations. En 2023, le centre sportif a amélioré sa gestion et son offre de services, notamment dans les bassins Desjardins, et a signé des ententes de commandite avec IGA Sobeys et Groupe Laurence. Une fermeture complète de 4 semaines a permis des rénovations et des améliorations dans les bassins. Des ententes intermunicipales ont été établies pour l'entretien paysager et la surveillance pendant l'heure du midi. Les budgets d'exploitation ont été analysés en vue de l'élaboration du budget 2024. Parmi les défis à relever, notons l'entretien des bassins et la qualité de l'eau, ainsi que la résolution de problèmes techniques sur les systèmes mécaniques. Des actions sont prévues pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes, notamment la filtration UV et le réseau de glycol pour l'eau chaude domestique. Le comité du Fonds Région et Ruralité a reçu 24 demandes pour l'appel à projet en 2023, totalisant plus de 600 000 $ et 17 ont été acceptées pour 275 000 $. 4 demandes de soutien au fonctionnement sur 2 ans ont été financées à hauteur de 190 000 $. Un appel à projet en continu a été lancé avec 2 dates butoirs annuelles. Les documents de gestion pour le Fonds Région et Ruralité 2024-2025 ont été mis à jour. Les défis incluent la relocalisation des organismes communautaires, la gestion des projets de chantier et les demandes d'aide au fonctionnement. Une réflexion est nécessaire pour mieux encadrer ces demandes, clarifier les critères et revoir le caractère exceptionnel du financement. Le comité du Fonds Virage numérique de la MRC des Pays d'en Haut a soutenu 10 projets pour une somme de quasiment 50 000 $. Dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir le Fonds Virage numérique, 14 entreprises ont répondu favorablement à l'appel d'intérêt visant les prestataires de services web et numériques du territoire afin de faciliter la mise en relation avec les promoteurs de la région. La MRC des Pays d'en Haut a octroyé un contrat afin de mettre à jour son profil socio-économique, dont la dernière version datait de 2015. La version mise à jour du profil socio-économique sera rendue accessible via le site web de la MRC d'ici l'automne prochain.
Le Conseil de la MRC a adopté l'entente cadre signée avec Éco-Entreprises Québec concernant la modernisation de la collecte sélective. Notons toutefois que la MRC agissait déjà comme précurseur dans ce domaine en uniformisant le service de collecte des matières résiduelles à l'ensemble des 10 municipalités la constituant. La ville de Sainte-Adèle désire rappeler à ses résidents que chaque année au Québec, il se produit plus de 7500 accidents routiers impliquant la grande faune et ce sont les accidents avec le chevreuil qui, de loin, arrivent en tête de liste. Les chevreuils étant particulièrement nombreux ce printemps, la ville vous invite à suivre ces quelques conseils pour votre sécurité et la leur. Lorsque c'est possible, allumez vos feux de route afin de bien voir la route. Ralentissez si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Si vous apercevez une bête, actionnez vos lumières et vos freins à plusieurs reprises afin de signaler sa présence aux autres automobilistes. Soyez prudent au moment de la journée propice à rencontrer un animal, soit à l'aube et au crépuscule. Protégeons les animaux sauvages en circulant plus lentement et prudemment, mais également en s'abstenant d'intervenir dans leur alimentation. Si vous aimez observer les chevreuils et pensez bien faire en les nourrissant, vous avez tout faux selon les responsables de la faune. Bien qu'il s'agisse d'une pratique répandue au Québec, le nourrissage des cerfs de Virginie est dommageable tant pour la bête que pour l'humain. Aménager des mangeoires à chevreuils où l'on dépose des fruits, des légumes ou de la mulet ou du grain risque de rendre les chevreuils malades, voire même les tuer. Cette nourriture n'étant pas adaptée au système digestif des cerfs, ceux-ci risquent de souffrir de ballonnement, de la diarrhée et pourraient même, dans certains cas, mourir le ventre plein, faute d'avoir réussi à digérer ces aliments. Qui plus est, les sites de nourrissage favorisent la propagation des maladies chez les cerfs en raison de la promiscuité et des concentrations élevées d'excréments sur les sites. Les chevreuils peuvent également être porteurs de tiques qui transmettent la maladie de Lyme. En outre, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a adopté en mars 2023 un nouveau règlement visant à interdire le nourrissage du cerf de Virginie partout au Québec en dehors des périodes de chasse, soit du 1er décembre au 31 août de chaque année. En plus de ne pas les nourrir, il est recommandé de conserver la nourriture de votre animal domestique à l'intérieur, de disposer vos ordures de façon étanche dans vos bacs et de mettre les mangeoires d'oiseaux hors de la portée des animaux. En raison des coûts importants rattachés à l'impression et à la distribution du bulletin municipal, l'actualité adéloise, et conformément à sa volonté de privilégier une approche environnementale, le Conseil municipal de Sainte-Adèle a décidé, à la suite d'un exercice de réflexion et d'évaluation, de mettre fin à l'édition papier de l'actualité adéloise. L'édition de mars 2024 est donc la dernière à être imprimée et distribuée par la Poste. Dorénavant, les Adélois pourront consulter les 4 éditions du bulletin municipal en ligne sur le site Internet de la Ville. Le service des communications procède actuellement à des recherches et des analyses afin de rendre la consultation en ligne plus conviviale, soit par l'entremise d'un fichier PDF interactif ou encore grâce à une présentation de style magazine interactif. Les avantages de passer au format numérique sont multiples. Il y aura diminution des coûts et des impacts environnementaux, en plus de permettre des économies au niveau de l'impression et de la distribution postale. Le virage numérique contribuera à réduire les impacts environnementaux liés à la production du papier ainsi qu'au transport vers l'imprimeur et au bureau de poste. Cette transition numérique se traduira également par la réduction de l'utilisation du papier à raison de quelques 640 800 pages annuellement. Il y aura une meilleure facilité d'utilisation et d'accessibilité. L'outil numérique est facile et rapide à consulter en tout temps sur le téléphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur. Grâce à sa grande accessibilité, son rayonnement est accru sans coût supplémentaire. Il y aura une économie de temps. La production d'un outil numérique est plus rapide puisqu'on diminue les délais nécessaires pour l'impression, le transport et la distribution. De plus, mettre un document numérique en ligne est quasiment instantané. Il y aura une meilleure flexibilité. Une fois le bulletin imprimé, il est trop tard pour corriger des erreurs ou effectuer des changements de dernière minute, tandis qu'il est facile de corriger ou mettre à jour des informations dans un fichier numérique. Il y aura du contenu bonifié. La version numérique permettra d'agrémenter le contenu rédactionnel avec des éléments multimédia. La Ville invite tous les citoyens à lui faire part de leurs commentaires en écrivant à adeloise@vdsa.ca. La Ville est consciente que ce virage numérique nécessitera un ajustement pour certaines personnes davantage habituées au papier. Cependant, ce changement s'inscrit dans la tendance croissante de nombreux médias et de nombreuses villes à se tourner uniquement vers le numérique.
La Ville tient donc à rappeler à ses résidents qu'ils disposent de plusieurs outils afin de les informer. Le site Internet, ville.saintadèle.qc.ca, la porte d'entrée donnant accès à une quantité impressionnante de renseignements, dont des actualités, les activités et les événements, les règlements municipaux, l'infotravaux, etc. Il y a également l'actualité adoise, le bulletin municipal 4 publications par année, désormais disponible en version électronique seulement sur le site Internet de la Ville. Il y a l'infolettre hebdomadaire acheminée par courriel à l'ensemble des citoyens qui s'y sont inscrits. Il y a le panneau électronique situé à l'entrée sud de la ville. Ce panneau diffuse de précieuses informations au sujet des activités de la ville et des événements. Il y a de nombreux grands panneaux choroplastes disposés à divers endroits stratégiques de la ville pour informer les citoyens et les visiteurs des services et événements. Il y a également le système d'alerte à la population CITAM, permettant de joindre rapidement et efficacement les citoyens en cas d'urgence. La Ville de Sainte-Adèle est fière de reconnaître le dévouement, la discipline et l'effort de jeunes athlètes adélois par l'entremise du programme de soutien à l'excellence sportive. En supportant financièrement les athlètes de haut niveau, ce programme vise à souligner la ténacité, la rigueur et l'assiduité au travail de la relève sportive adéloise. Le programme prévoit des bourses individuelles de 100 à 500 $ selon le niveau de compétition dans lequel l'athlète évolue, soit régional, provincial, national ou international. Pour être admissible, les candidats doivent résider à Sainte-Adèle depuis au moins 24 mois, être âgés de 25 ans au moins au moment du dépôt de la demande et évoluer dans une discipline reconnue par Sport Québec. Tous les détails en lien avec ce programme sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Les personnes intéressées à soumettre leur dossier doivent compléter le formulaire de candidature au plus tard le mardi 3 septembre prochain et le faire parvenir par courriel à loisirs@vdsa.ca ou par la poste à la Ville de Sainte-Adèle à l'adresse 1381 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, le code postal J8B1A3, et cela doit être à l'attention du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Les bourses seront octroyées en fonction de la qualité du dossier présenté, du cheminement sportif de l'athlète, des performances enregistrées durant l'année en cours, ainsi que du niveau de discipline et de détermination lié à l'atteinte des objectifs de l'athlète. Le comité d'évaluation sera formé d'un citoyen, de 2 élus et du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Adèle. Revenez-nous après la pause. Jusqu'au 1er juillet, la MRC de la Rivière-du-Nord effectuera l'inventaire des immeubles sur le territoire. Cette démarche est réalisée conformément à la loi sur la fiscalité municipale du Québec et doit être faite au moins une fois tous les 9 ans. Dans les prochains mois, les citoyens recevront par la poste un formulaire d'enquête à compléter et pourraient recevoir la visite d'un inspecteur autorisé de la firme LBP Évaluateur agréé. Celui-ci sera clairement identifié par une carte d'identité et un dossard. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, la municipalité de Valmorin a souligné l'apport exceptionnel des femmes au sein de son équipe d'employés et de son corps administratif et politique. En côtoyant les membres de l'organisation municipale, on constate rapidement que les femmes y occupent une place importante, tant dans la prise de décision que dans leur mise en œuvre sur le terrain. 3 femmes sont impliquées au sein du conseil municipal, dont la mairesse Donna Salvati, engagée en politique municipale depuis 6 ans, mais qui œuvre aussi dans sa communauté comme bénévole au sein de divers organismes, et ce depuis de nombreuses années. À ses côtés, Mme Annick Léveillé cumule plus de 19 années d'engagement politique à Valmorin, alors que Marie-Josée Brodeur en est à son tout premier mandat comme conseillère municipale. La municipalité de Valmorin peut également compter sur une équipe de direction presque entièrement féminine, à commencer par la directrice générale, Caroline Neely. Parmi l'équipe, on retrouve Mélanie Lapierre, directrice générale adjointe et directrice du service des travaux publics. Depuis l'adolescence, elle a gravi les échelons en occupant des postes en travaux publics pour différentes villes et municipalités. Mélanie Lapierre peut également compter sur la collaboration et l'entraide féminine de ses collègues Sonia Audrey Bonnet à la direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Geneviève Saint-Amour aux finances, Sarah Yuki Pelletier au greffe et Sophie-Anne Paris à l'urbanisme et au développement durable. Les femmes occupent également une place de choix dans des postes dédiés aux services aux citoyens, où l'on retrouve Geneviève Guillot et Catherine Benoît à l'accueil et à l'entretien du parc régional, Geneviève Élie et Dominique Roland à la bibliothèque, Caroline Jeté à l'inspection et l'urbanisme, José Vienneau à la taxation, Zania Faubert, adjointe aux travaux publics et à la direction générale, Jessica Sarah Leblanc à la réception de l'hôtel de ville, Jenny Sirois, col bleu et opératrice de machinerie lourde, et Justine Leduc à l'horticulture.
À la direction générale, dans tous les services municipaux et au sein même du conseil municipal, la municipalité peut ainsi compter sur le dévouement de femmes qui travaillent avec cœur et conviction pour le bien-être des citoyens de Valmorin. Le règlement 782 permettra à la municipalité de Val-David d'emprunter un montant de 1,25 million de dollars afin de pourvoir rapidement et au fur et à mesure des besoins aux coûts reliés à l'acquisition d'immeubles assujettis au droit de préemption. Il est important de savoir qu'aucune dépense ne s'effectue sans l'adoption préalable d'une résolution. Il est également crucial de souligner que ce processus n'entraîne pas une dépense systématique du montant emprunté. Il s'agit plutôt d'une procédure administrative visant à faciliter le processus si le conseil municipal décide de se prévaloir de son droit de préemption. Consultez l'avis public relatant les résultats du processus référendaire du 5 mars que vous pouvez trouver sur le site web de la municipalité. Le droit de préemption est en quelque sorte un droit de préférence. Il permet aux municipalités de désigner spécifiquement certaines propriétés qu'elles pourraient être intéressées à acquérir au bénéfice de la communauté. La personne propriétaire d'une maison ou d'un terrain visé par le droit de préemption doit, au moment où elle décide de s'en départir, aviser la municipalité de son intention. La municipalité peut alors en faire l'acquisition dans un délai de 60 jours au prix déterminé entre la personne propriétaire et son acquéreur, en priorité sur n'importe quel acquéreur. Pour qu'une propriété soit visée par le droit de préemption, le conseil municipal doit adopter une résolution dans laquelle il nomme spécifiquement la propriété et explique spécifiquement les motifs qui justifient l'utilisation du droit de préemption. Voici un rappel des étapes administratives. En résumé, ce processus implique l'adoption initiale du projet de règlement, suivi de l'adoption officielle du règlement autorisant l'emprunt. Ensuite, la municipalité procède à la publication de l'avis public pour informer les résidents de la tenue d'un registre public concernant le règlement adopté. Le 14 février 2023, il y a eu adoption du projet de règlement 771 relatif à l'exercice du droit de préemption. Le 11 avril 2023, il y a eu adoption du règlement 771 relatif à l'exercice du droit de préemption. Le 23 janvier 2024, il y a eu adoption du projet de règlement 782 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,25 million de dollars. Le 13 février 2024, il y a eu adoption du règlement 782. Le 15 février 2024, il y a eu publication de l'avis public concernant la tenue d'un registre. Le 5 mars 2024, il y a eu tenue du registre concernant l'adoption du règlement 782. Le CI3S de Laurentides recherche des usagers partenaires pour s'impliquer dans différents projets. En effet, plusieurs équipes de l'établissement souhaitent intégrer la voix des usagers et ou de leurs proches de la région des Laurentides pour les guider dans la mise en place de différents services. Un usager partenaire est une personne qui a reçu ou reçoit des services du CI3S de Laurentides ou encore un proche impliqué. Cette personne reçoit une formation et contribue bénévolement à différentes démarches qui visent à assurer des soins et des services de qualité. La vision de ces personnes ainsi que leur expérience à titre d'usager ou de proche favorise le développement d'une approche axée sur le bien-être et l'implication de chaque patient. Vous pouvez consulter le feuillet Usager partenaire ressources sur le site web du CI3S pour en connaître davantage sur ce rôle. Les gens intéressés sont invités à transmettre leurs coordonnées à l'adresse courriel partenariat-soins-service.ci3slau@ssss.gouv.qc.ca. Le CI3S de Laurentides est heureux de souligner la généreuse contribution du regroupement des artistes de Rosemère dans la création d'une œuvre d'art collective réalisée grâce à la participation de 8 résidents du CHSLD Hubert Maisonneuve à Rosemère. Le projet est une initiative du CHSLD Hubert Maisonneuve auquel le regroupement des artistes de Rosemère, invité par la technicienne en loisirs du CHSLD, a rapidement accepté de participer. Les artistes Lise Boilard, Caroline Foley, Edwidge Clockner-Lapéry et Elise Munger ont dès lors travaillé de concert avec des résidents pour donner vie à une œuvre collective. La période de création s'est échelonnée sur plusieurs mois à raison d'un atelier par semaine. Des techniques mixtes sur panneaux de bois ont été enseignées aux résidents et plusieurs matériaux différents, dont la peinture, des coquilles d'œufs et même du quinoa, ont été utilisés. Le processus interactif a permis la réalisation d'une œuvre collective qui se décline en 2 séries de 5 toiles intitulées Harmonie et Sérénité. Les toiles sont exposées dans les salons des milieux de vie du 1er et du 2e étage du CHSLD Hubert Maisonneuve, des lieux fréquentés par tous les résidents et leurs familles. Le CI3S de Laurentides et le Collège Lionel Groux sont fiers de souligner la réussite de 5 premiers finissants au programme d'attestation d'études collégiales d'intégration à la profession infirmière du Québec pour les infirmières et infirmiers diplômés hors Canada.
Installés à Sainte-Thérèse depuis l'hiver 2023, les 5 finissants proviennent de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Ils sont candidats à l'exercice de la profession infirmière et travaillent maintenant à l'hôpital de Saint-Eustache. Leur prochain objectif est de réussir l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et d'obtenir le permis d'exercice de la profession. Pour la réussite de ce prochain défi, ils sont soutenus et accompagnés par des équipes du CI3S. Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, explique que le recrutement à l'international est l'une des stratégies pour faire face au manque de personnel soignant et que ces professionnels ont rapidement pris leur place auprès des équipes. Elle ajoute que son organisation est fière de leur parcours académique, de leur mobilisation et de leur détermination au cours des derniers mois. Philippe Nasser, directeur général du Collège Lionel Groulx, mentionne que cette attestation d'études collégiales est complètement ancrée dans la mission et les valeurs de son institution et qu'elle est une façon concrète de valoriser le partage et l'avancement des savoirs en favorisant l'accomplissement professionnel et personnel. Il ajoute qu'il s'agit d'une collaboration concrète qui permet de continuer d'être une figure de proue en enseignement supérieur, de s'engager socialement au sein de la région, tout en offrant une expérience signifiante et enrichissante pour ses étudiants. Le déploiement de ce projet, levier majeur pour la formation et l'intégration de futures infirmières et infirmiers dans les Laurentides, a été rendu possible grâce à un important travail de concertation de plusieurs autres acteurs, dont l'organisme communautaire Accès Accueil Action Basse-Laurentides. Aussi, les municipalités et les MRC ont joué un rôle important dans leur intégration pour accueillir, intégrer et soutenir ces étudiants et étudiantes et leurs familles tout au long de l'année 2023. Revenez-nous après la pause. Loisirs Laurentides vous invite à proposer une personne qui a contribué de façon exceptionnelle dans le sport et enrichi la région pour remporter le prix Henri Descarnel. Loisirs Laurentides recherche un bâtisseur bénévole ou non qui, avec sa motivation et ses contributions sur tout l'ensemble d'une vie, a marqué un sport ou l'organisation d'événements sportifs et dont les réalisations ont enrichi et profité à la région des Laurentides. Si vous connaissez une personne qui correspond à cette description, proposez sa candidature au prix Hommage Henri Descarnel en utilisant le formulaire disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. Vous avez jusqu'au 26 mars à 16h pour le faire. La personne retenue sera dévoilée lors du gala annuel du Fonds de l'athlète des Laurentides qui se déroulera le 2 juin prochain au quartier 50+ à Saint-Jérôme. Que vous soyez membre d'un conseil d'administration, employé et ou bénévole d'organismes sans but lucratif, Loisirs Laurentides vous invite à proposer votre bénévole de l'année. Vous avez la chance de mettre en nomination un bénévole. Faites vite! Pour une autre année consécutive, Loisirs Laurentides lance sa demande de candidature pour le prix du bénévole de l'année pour les bénévoles de la région des Laurentides qui ont contribué bénévolement dans l'une des catégories suivantes: sport, activité physique, loisirs culturels ou plein air. Pour être admissible à l'un des prix bénévoles de l'année, le candidat doit avoir contribué bénévolement durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Le processus de dépôt de candidature pour les prix bénévoles de l'année est disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. Vous avez jusqu'au 26 mars à 16h pour le faire. Les prix seront remis lors de la semaine de l'action bénévole. La Ville de Mont-Tremblant est fière d'annoncer le lancement du défi Zéro déchet, une initiative visant à soutenir les foyers qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale. Ce défi novateur offre une opportunité unique aux résidents de Mont-Tremblant de s'engager dans un parcours éco-responsable, un geste à la fois. En lançant le défi Zéro déchet, la Ville de Mont-Tremblant incite à l'adoption de pratiques environnementales plus responsables, soulignant ainsi son engagement envers la lutte contre le gaspillage et la pollution. Par le biais de publications telles que le Plan d'action en environnement 2021-2025, la Ville témoigne d'une volonté affirmée de protéger son écosystème. La Ville souhaite que ce défi citoyen suscite non seulement un engouement, mais une réelle prise de conscience, car c'est ensemble que nous pourrons changer le cours des choses pour la planète. Le défi est de 6 mois et comprenant plus de 20 heures de formation en ligne sur la transition écologique. Ce parcours sera ponctué d'ateliers pratiques, de conférences inspirantes, de capsules vidéo informatives et d'un accompagnement personnalisé. De plus, les participants auront accès à un forum d'entraide favorisant les échanges et le partage d'expériences avec d'autres foyers engagés de Mont-Tremblant. La période d'inscription est du 1er mars au 3 avril, la durée défi est de 6 mois, le nombre de foyers est de 10 au maximum et le formulaire d'inscription est disponible à villedemonttremblant.qc.ca/zéro déchet. Pour plus d'informations sur le défi, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-9614 ou par courriel à environnement@villedemonttremblant.qc.ca.
La Ville de Mont-Tremblant offrira un service gratuit de livraison de matériaux de remplissage au cours du printemps et de l'été 2024 aux résidents, commerçants ou entreprises qui en feront la demande. Pour être admissible, les personnes intéressées doivent remplir une demande de permis de remblai auprès du service de l'urbanisme et se conformer aux normes applicables. Le matériel de remplissage qui sera offert est une terre mixte qui provient des travaux de nettoyage des fossés. Elle est composée d'un mélange de terre et de plusieurs matières, notamment du sable, de la pierre et des végétaux. Une terre de remblai peut servir à niveler et à élever un terrain, mais n'est pas une terre de finition. Il est à noter qu'il est interdit d'effectuer des travaux de remblai aux emplacements suivants: sur le littoral, la rive et sa bande de protection, dans des cours d'eau et des milieux humides, sur la superficie de terrain devant être préservée à l'état naturel et ou au-dessus et ou à proximité d'une installation septique. La quantité minimale de matériel de remplissage par livraison est de 12 tonnes, soit l'équivalent d'un voyage de camion de 10 roues. Pour faire une demande, il suffit de remplir le formulaire en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/remblai ou remplir un formulaire en personne auprès du service de l'urbanisme à l'hôtel de ville. Vous pouvez faire des visites sans rendez-vous. Joignez un croquis de l'emplacement du dépôt de remblai sur la propriété. Vous devez prévoir des frais de 50 $ pour le permis si celui-ci est émis après l'étude de la demande. Pour maximiser vos chances de recevoir une livraison de terre de remblai au courant de la saison estivale, il est fortement recommandé d'envoyer votre demande entre le 1er et le 31 mars. Pour plus d'informations, contactez le service de l'urbanisme au 819-425-8614 ou par courriel à urbanisme@villedemonttremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant souhaite informer sa population qu'une fraude est actuellement en cours impliquant des messages textes prétendant provenir de la Ville de Mont-Tremblant. Ces messages demandent aux destinataires de payer des contraventions par ce biais. Voici donc quelques points importants à retenir. La Ville de Mont-Tremblant ne communique jamais par message texte pour demander des paiements de contravention. Si vous recevez un tel message, soyez vigilant et méfiez-vous. Vérifiez l'authenticité de la demande, par exemple le numéro de provenance, et en cas de doute, contactez directement les services municipaux au 819-425-8614 pour confirmer toute information. Si vous recevez un message suspect, ne répondez pas et signalez-le immédiatement aux autorités compétentes. Soyez vigilants, informés et partagez cette mise en garde avec vos proches pour prévenir et contrer des pratiques malveillantes. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.